Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est votre plateforme de débat dominical sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. À la une de ce numéro, accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne, c'est effectif depuis vendredi dernier 4 août. Le libre-échange est de temps effectif que le président de la République a signé mercredi le décret fixant les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de l'Union européenne. Plus de 1700 produits du premier groupe sont concernés par cette réduction de 25% par an et ce pendant 4 ans. Le décret du chef de l'État vient pour ainsi dire clôturer le débat sur la nécessité ou non d'achever la procédure entamée en 2007 et ouvre celui de l'usage que le Cameroun peut et doit faire de l'APE pour en tirer le meilleur profit. Ce soir, Scène de Presse joue sa partition. Campagne cacaoyère 2016-2017, le sillon est tracé. Le ministre du Commerce a procédé jeudi au lancement de la nouvelle saison à Cogné dans le sud-ouest. Occasion pour Luc Magloire Barga Tangana de révéler que la production de la campagne écoulée se chiffre à environ 270 000 tonnes. Mais alors que le défi du Cameroun est de tutoyer les 600 000 tonnes à l'horizon 2020, la question de la transformation se pose. Le 5e producteur mondial de l'or brun, le Cameroun transforme à peine 20% de sa production. Comment et pourquoi relever le défi de la transformation? Scène de Presse ouvre le débat. Madame, Monsieur, Scène de Presse, c'est aussi vos rubriques habituelles. Martine Noël Ndengue signe la revue de presse. Monique Félicité Tuen vous amène ce soir à la rencontre d'un jeune passionné d'agriculture. Merlin est dans la rubrique portrait de la semaine. En zooming, la 5e édition du SAGO, le Salon international de l'action gouvernementale. L'image collatérale et les unes du lundi sont également au menu ce soir. Mais avant, je vous suggère de faire connaissance avec nos invités du soir, mise en scène par Christelle Avant. Jean Marinka est le secrétaire des rédactions à la direction centrale TV, à la CRTV. Grand reporter, il est issu de la 14e promotion de l'ESTIC. Chef d'ex économique à la rédaction TV dès 1995, en 2011, il est nommé sous-directeur des reportages TV. Il reste le présentateur mythique de l'émission Conjoncture, une tribune où enjeux, bilan et perspectives sont débattus pendant 60 minutes. Que l'on parle de la situation du cacao ou des enjeux de l'APE, Jean Marinka est notre homme. Il ne fera certainement pas la langue de bois sur les questions qui fâchent. Si vous trouvez qu'Omer Badi a la belle plume, c'est parce qu'il est issu de la même cuvée que vous, Lucrèce, la fameuse PJ28. Omer Badi est journaliste reporter pour Jeune Afrique, membre de l'Association des journalistes économiques et de l'Union de la presse francophone. Il a été secrétaire de rédaction à la Nouvelle Expression pendant 10 ans. Présentateur TV de l'émission Enjeux économiques, il a baladé sa plume au journal Repère. Passionné par le journalisme, il communique son savoir à ses étudiants, mais surtout leur enseigne comment tenir un cahier d'actualité. Pour Omer Badi, l'APE reste une opportunité mal engagée pour le Cameroun. Le journaliste recommande une correction de tir. Accueillons à présent le secrétaire exécutif du groupement interpatronal du Cameroun, Alain Blaise Batongué ou ABB pour les intimes. Ce gladiateur de l'info a été directeur de publication de Mutation. Diplômé en droit privé de l'université de Yaoundé, le journaliste sort de l'ESTIC en 1993. Il balade alors sa plume au journal Dikalo et à la CRTV. Il s'engage ainsi pendant 19 ans au service des médias camerounais, pendant lesquels il préside la section UPF Cameroun. Promoteur des JDE, il contribue à la publication des 100 propositions pour l'émergence, qui entre autres est un plaidoyer pour la consolidation des entreprises nationales et un catalyseur pour renforcer les capacités des entreprises camerounaises. Du journaliste ou de l'expert qui parlera ce soir, la question ne se pose plus. Norbert Bellinga est inspecteur principal des douanes. Issu de la promotion Copernic de l'ENA de Paris, il est diplômé en inspection et vérification de l'université de Granville en Grande-Bretagne.
Pour le chef de cellule de la législation à la Direction générale des douanes, la performance dans les administrations est salutaire. D'ailleurs, il fait régulièrement des publications sur le sujet dans les annales de la Sénat. Rapporteur général de la commission réforme en 2007, membre du comité chargé du suivi de l'APE bilatéral Cameroun-Union européenne, Norbert Bellinga est la personne ressource ce soir. Michael Doping est le directeur général de l'Office national du cacao et du café du Cameroun depuis 10 ans. Inspecteur principal hors échelle des impôts, il est diplômé en droit et sciences économiques de l'Université de Yaoundé. Pur produit du système universitaire camerounais, il a aussi une licence en gestion et management option comptabilité de l'Université de Boya. Précédemment contrôleur financier au sud-ouest et au nord-ouest, cet expert en cacao et café a été chargé de mission à la présidence entre 2005 et 2006. Il a participé à l'élaboration de l'accord international du cacao en 2010 à Londres et à la rédaction de la charte de la COPAL à Lagos la même année. Laissons la place au DG qui pourra répondre aux questions sur son secteur d'activité. Merci Christelle. Nos invités répondent tous présents et place nette à la première une de cette édition de Scène de presse. Il s'appelait André Fotso, le président du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, est décédé le 2 août dernier à Paris des suites de maladie. Alain Blaise Batongue, c'est une grande perte pour le monde des affaires au Cameroun. J'ai déjà du mal à parler de lui au passé. Il était certes malade, mais il a gardé sa lucidité, sa connaissance des dossiers jusqu'aux pratiquement les 3 ou 4 derniers jours. On a échangé par mail et par texto. Et donc on n'imaginait pas que cette nouvelle arriverait aussi brutalement, même si on le savait malade. C'est naturellement une grande perte pour le Cameroun de manière générale. Pour le monde économique en particulier, qu'il a insufflé pendant un peu plus de 25 ans de sa fougue, de sa passion et de sa vision pour un Cameroun dont il avait pensé qu'il était capable de gagner au moins 1 point de croissance chaque année, de manière à atteindre rapidement une croissance à 2 chiffres à l'horizon 2020, et à se mettre résolument sur le chemin de l'émergence que le gouvernement programme pour 2035. Donc c'est incontestablement une grosse perte pour le Cameroun. Vous le dites si bien, incontestablement une grosse perte. Jean-Marie K, on le sait, André Fotso était patron de plusieurs entreprises. On dit de lui que c'est quelqu'un qui avait foi en son pays. Tout à fait. Ce qui fait la différence entre le Cameroun et certainement les autres pays de la sous-région, c'est-à-dire à avoir ce genre d'hommes d'affaires, d'industriels, ce qui crée. Nous avons longtemps travaillé sur un certain nombre de dossiers. André croyait à son pays. Et il m'a dit que c'est pour cela qu'il était revenu relever un certain nombre de défis. Et il a fait. Et de très belle manière. Il reste maintenant à continuer parce que quand un capitaine d'industrie s'en va, l'industrie ne doit pas mourir. Il faudrait que ça continue. Maire ? Oui, moi ce que je voulais retenir de André Fotso, au-delà bien sûr de l'industriel ambitieux qu'il était, c'est d'avoir réussi à transformer l'affaire du JICAM, ce qu'on peut appeler un think tank. Vraiment, ces dernières années, on l'a vu, c'est vrai que sous André Siaka, ça avait déjà été amorcé avec notamment l'initiative de l'université du JICAM,
Mais sous André Fotso, vraiment, le JICAM est devenu une force de proposition et il y a eu plusieurs initiatives. Je crois qu'il croyait beaucoup à la formation de l'homme et il croyait bien sûr au pouvoir des idées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, de ce point de vue, le JICAM était devenu en quelque sorte une force de contre-proposition vis-à-vis des propositions économiques du JICAM. En témoigne effectivement le fameux livre dont on a parlé d'ailleurs sur les 100 propositions pour l'émergence du Cameroun. Je pense que de ce point de vue, j'espère que ceux qui vont continuer son œuvre vont garder cette vocation du JICAM à devenir effectivement ce centre de réflexion économique et peut-être ils pousseront bien sûr cette ambition plus loin. Norbert Bellinga, un mot sur le défunt. Je m'inscris dans la lignée de tout ce qui a été dit pour saluer la mémoire d'un grand capitaine d'industrie qui a été également un homme d'affaires déterminé, un grand patron, un chef de patronat novateur qui était porteur d'un certain nombre d'idées. On lui doit notamment d'avoir tracé des ponts entre le monde de l'entreprise et les universités à travers notamment le centre de recherche économique du JICAM. Donc, je crois qu'il laissera une marque indélébile, une empreinte que nous ne pouvons pas oublier, mais l'essentiel aussi aujourd'hui est de pouvoir porter, de garder le souffle de cette ambition qu'il avait à la fois pour le Cameroun et également pour les entreprises, également pour le patronat qu'il dirigeait avec beaucoup de bonheur. Alors, Alain Blaise Batongué, le premier vice-président Armel François Dey, est désormais le président par intérim du JICAM, et ce, jusqu'à quand? Écoutez, selon l'article 19 des statuts du JICAM, le premier vice-président assure la présidence par intérim jusqu'à la fin du mandat en cas de vacances de pouvoir. Et les situations de vacances de pouvoir qui sont énumérées, le décès du président en fait partie. Donc le conseil exécutif s'est réuni aussitôt après l'annonce du décès parce qu'il faut, comme disait Norbert Bellinga, continuer l'œuvre. Et à l'issue de ce conseil, cette disposition statutaire a été entérinée. Donc M. Armel François assure la présidence du JICAM par intérim jusqu'à la fin du mandat qui est décembre 2019. Madame, Monsieur, nous allons marquer le premier arrêt de cette édition de Scène de presse pour revisiter l'actualité de la semaine. C'est la revue de presse que signe Martine Noël Ndingue. L'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne jeudi 4 août dernier était l'un des sujets phares dans la presse cette semaine. Cameroun Tribune du mercredi 3 août, veille de cette date qualifiée d'historique, nous présentait les deux aspects clés de la mise en œuvre de cet accord sur lesquels les deux parties travaillent. Parole est donnée à Chantal Elombat, directrice du bureau de mise à niveau des entreprises, et Samuel Yéméné, membre du comité de suivi de la mise en œuvre des APE pour des éclairages. Dans la même édition du journal de la rue de l'aéroport, Jean Thiofo, président du comité chargé du suivi de la mise en œuvre de cet accord, donne des précisions au sujet des exonérations de douane. Le quotidien de l'économie du 3 août également revient sur ces clarifications du gouvernement en même temps qu'il offre une tribune à Proté à Yangma. Le chef d'entreprise y dit ses craintes vis-à-vis d'une possible concurrence déloyale européenne. Il ne serait pas le seul dans cette posture. Signature dans sa livraison du mardi 2 août a recueilli d'autres avis. Bon nombre d'opérateurs économiques pensent que l'entrée en vigueur de l'APE présente des contours flous. Mais Françoise Collet rassure. L'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun estime, dans mutation de vendredi, que le Cameroun n'a rien à craindre en s'engageant dans cette voie. Au lendemain du décret présidentiel fixant les règles applicables aux produits de l'Union européenne, Madame Collet s'est présentée à la presse pour préciser les contours de cette convention. Le Jour, édition de vendredi, fait également écho de cette conférence de presse durant laquelle la diplomate a présenté les avantages de la ratification de l'APE. Des morceaux choisis de cette sortie médiatique de Françoise Collet sont compilés dans Cameroun Tribune du vendredi. Dans Baromètre communautaire, édition du jeudi 4 août, la liste des 1760 produits concernés par l'APE est en gros plan. Même traitement réservé à l'information et entrée à la sécurisation de la nationalité camerounaise par Cameroun Tribune.
Dans sa livraison de vendredi, le journal de Marie-Claire Nana publie en intégralité les décrets du président de la République signés jeudi. Une série de décrets qui parachèvent la réforme du système national d'identification au sein de la délégation générale à la Sûreté nationale. Le même journal donnait la parole au patron de la DGSN mercredi. À retenir de la déclaration de Martin Bagangele, la nouvelle identification sera unique et définitive. En effet, le nouveau système envisage l'attribution d'un numéro unique et définitif pour chaque usager dès sa première identification. Le quotidien bleu du vendredi présente les caractéristiques de la nouvelle CNI, un document en polycarbonate plastifié sécurisé, établi sur fond pré-imprimé selon la norme ISO CEI 7810 sous le format I21. Elle est informatisée biométrique personnelle et contient une puce électronique. Un qui ne connaîtra pas cette nouvelle carte nationale d'identité, c'est André Fotso. Le président du JICAM est décédé mardi 2 août à Paris, en France, des suites de maladies. Le journal Éco-Matin du mercredi présente la biographie impressionnante de ce chef d'entreprise élu à la tête du patronat camerounais en 2012, avec pour plan d'action mobiliser l'ensemble des acteurs autour de l'accélération de la croissance de manière à gagner au moins 1 point de croissance chaque année afin d'atteindre un taux à 2000 chiffres en 2020 pour ainsi placer le Cameroun de façon irréversible sur le chemin de l'émergence. Un rêve stoppé net par cette grande faucheuse, la mort. Cette information triste nous mène vers une autre du même genre, la sortie ratée des compétiteurs camerounais aux Jeux Olympiques de Rio. 3 sorties, 3 échecs. Les boxeurs Simplice Fotsala et Hassan Damdjikam n'ont pas pu faire face à leurs adversaires. Même sortie pour l'équipe de volley-ball féminin tenue en respect 3-7-0 par les Brésiliennes. Un samedi maudit décidément. Espérons juste que la débâcle de la Team Cameroun ne va pas se poursuivre afin qu'elle évite d'amuser la galerie à Rio, conseil d'un observateur avisé, Emmanuel Jonas Kana, qui signe sa chronique dans Mutation de vendredi. En attendant, sait-on jamais, des lauriers de nos athlètes, on peut se consoler en se remémorant les belles images de la cérémonie d'ouverture fort colorée des Jeux Olympiques de Rio. Presse, revue pour vous sur la scène. Alors, accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne, c'est effectif depuis jeudi dernier et nous abordons donc cette question, comme nous vous le disions à l'entame de cette édition de Scène de presse Cameroun-Union européenne, c'est l'APE de tous les possibles. Norbert Bellinga, qu'est-ce qui a changé depuis le 4 août dernier? Ce qui a changé, c'est d'abord de rappeler que le 3 août 2016, l'État a signé un important décret, le décret fixant les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux produits de l'Union européenne. Alors cet important texte a marqué le déclenchement de la mise en œuvre du calendrier de démantèlement tarifaire. Et les administrations étaient déjà préparées, l'administration des douanes qui est l'instrument de régulation des échanges et puis l'instrument de mobilisation des recettes, avait déjà mis en place un dispositif pour mettre en œuvre l'accord dès le 4 août. Alors ce qui a changé, c'est que les opérateurs peuvent donc désormais être éligibles aux préférences prévues par l'accord dès lors que le décret fixe le schéma d'intervention des services des douanes en matière de gestion, d'administration et des règles d'origine. Ce décret fixe les obligations également qui incombent aux opérateurs pour être éligibles à ces préférences. Donc je voudrais rappeler que le directeur général des douanes a organisé, il était en mission sur le terrain pour s'assurer que l'ensemble des services étaient prêts, que toutes les structures étaient dans des conditions optimales permettant de mettre en œuvre l'accord dans son contenu, dans toutes ses dispositions. Alors, nous reviendrons sur les dispositions que la douane a pu prendre après. Ce que nous aimerions savoir maintenant, c'est quels sont les produits qui sont concernés. On parle des produits du premier groupe, ils sont un peu plus de 1700. Quels sont les grands groupes qui sont concernés? Tout à fait. Ce qu'il faut rappeler à cet égard est que la mise en œuvre de ce démantèlement est gouvernée par le principe de progressivité, ce qui signifie que
la décélération dont des droits va s'appliquer aux marchandises de façon progressive. Et en l'occurrence, en 2016, c'est le premier groupe qui est concerné. Il concerne à peu près un peu plus de 1700 lignes tarifaires sur un certain nombre de produits qui ont vocation à lutter contre la vie chère et à renforcer le bien-être. Quand vous dites vie chère, c'est quoi concrètement? Concrètement, il s'agit par exemple d'appareils qui concernent la médecine, des fauteuils pour immobilier, pour appareils dentaires, les prothèses, vous avez les engrais, les semences, vous avez des produits tels que des bétonnières, vous avez des produits comme la presse, le papier, vous avez un certain nombre de produits, des produits pharmaceutiques, vous avez tous les appareils qui concernent... Le papier qui était déjà exonéré des taxes? Papier journal. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le décret vient renforcer l'application de cette mesure qui existait déjà. Donc, vous avez donc un certain nombre de produits qui sont donc concernés par ces 1750 lignes tarifaires. Et je voudrais ajouter que ces lignes tarifaires peuvent être consultées sur les sites internet du ministère des Finances et de la Direction générale des douanes. Alors, dès lors que le décret est signé, nous nous engageons à mettre à la disposition du public un certain nombre de brochures comportant ces listes et qui seront facilement consultables auprès des services des douanes. Donc le détail de ces produits est tout à fait consultable et tout à fait accessible. J'ai donné quelques indications qui concernent par exemple la médecine. Donc c'est destiné à lutter contre la vie chère. Vous avez des éléments comme des voitures à usage spécial, comme des voitures contre la lutte contre l'incendie, qui sont concernés par ce premier groupe. J'ai rappelé les semences, les engrais pour booster notre production agricole. Vous avez donc un ensemble de produits qui tournent autour de 1750. C'est entendu. Alors, Omer Mbadi, quels sont les premiers commentaires que vous suggère cette première phase du démantèlement tarifaire? Mais ça a pris le temps que ça a pris. Je crois que théoriquement, c'était 2010. Si on s'en tenait à la signature de 2009, il y a eu beaucoup de reports, mais enfin, on y est de plein pied. Ce qui est intéressant à voir, c'est que d'un côté, moi, ce qui m'interpelle, c'est que d'un côté, effectivement, vous avez un certain nombre de produits. Dans le cas des médicaments, je suppose que compte tenu du fait que les droits de douane vont progressivement baisser sur les médicaments que nous importions en provenance de l'Union européenne, ça veut dire que ces médicaments deviendront moins chers pour vous et moi, qui tombons peut-être de temps à autre malades. Mais d'un autre côté, il y a quand même un embryon d'industrie pharmaceutique au Cameroun. Il y a au moins 2 ou 3 initiatives à Douala d'industrie pharmaceutique, même si c'est beaucoup plus peut-être des médicaments génériques. Ces gens seront confrontés à terme, ou tout au moins à 4 ans, lorsqu'on arrivera peut-être à 0 francs à payer sur les médicaments en termes de droits de douane, seront confrontés directement à l'industrie pharmaceutique européenne en termes de concurrence. Est-ce que de ce point de vue, puisqu'on parle de la mise à niveau des entreprises, est-ce que les 2 ou 3 unités pharmaceutiques implantées au Cameroun font partie par exemple du programme de mise à niveau actuel qui a été mis en œuvre des entreprises camerounaises pour pouvoir faire face le moment venu à ce choc de compétitivité, de concurrence qui arrive? Ça, c'est autant d'interrogations que moi j'ai et je n'ai pas encore obtenu de réponse. Donc, d'un côté, oui, d'accord, il y a des produits qui seront accessibles aux consommateurs camerounais, mais de l'autre, maintenant, il faut voir ce que cela coûtera effectivement aux entreprises. Peut-être nous aurons l'occasion de revenir sur ce plan. Mais d'un autre côté aussi, je crois qu'il faut aussi relativiser. Je pense que si on regarde la structure de notre commerce extérieur, je crois que l'Union européenne, c'est pour le moment 34% de notre commerce extérieur. 27%. À 27% de notre commerce extérieur. Ça veut dire qu'il existe encore au moins 73% de notre commerce extérieur, des produits, des importations qui seront toujours soumis à des droits de douane. Donc, je pense qu'il y a quand même de la marge. Et l'Union européenne, c'est 26 pays à peu près. C'est 26 pays, oui, bien sûr, c'est 26 pays. Donc, je pense qu'il faut relativiser ça, mais seulement les menaces demeurent. Et compte tenu du degré de préparation qui a été le nôtre, je crois qu'il y a des sources d'inquiétude et je crois qu'on pourrait revenir là-dessus. Alors, Jean-Marie, qu'est-ce que le Cameroun gagne dans cet accord? Mais le Cameroun gagne à vendre ce qu'il a de plus cher sur un marché beaucoup plus large. Vous avez la possibilité de commercer avec 26 pays, des pays qui ont un pouvoir d'achat assez élevé,
cela veut dire que nous avons tout à gagner. Mais pour gagner, pour vendre, il faut produire. En réalité, maintenant, c'est ça l'enjeu. Il faut s'organiser maintenant pour produire et vendre sur le marché ce que nous avons de plus. C'est pour ça que je dis le Cameroun, je le dis toujours, le Cameroun est une terre de qualité. Il faut qu'on le sache très bien, la qualité n'a pas peur de la compétition parce que la qualité se vend sous tous les cieux et à prix d'or. Alain Blaise Batongue, est-ce que le patronat camerounais s'est préparé? Les opérateurs économiques se sont-ils préparés à l'ouverture des marchés? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Les opérateurs économiques se préparent, mais avec malheureusement les moyens dont ils disposent. J'ai bien suivi le premier tour de table, mais lorsqu'on parle du bureau de mise à niveau des entreprises, qui a beaucoup d'audace et dont le directeur est une femme qui a beaucoup d'énergie, mais avec les moyens dont elle dispose, elle ne peut pas transformer les entreprises camerounaises au point de les rendre capables de résister à la bourrasque des produits qui viendront de l'Union européenne et qui entreront désormais, même si c'est de manière progressive, libre de tout frais de douane. Donc c'est un combat dès le départ qui est inégal, il faut qu'on se le dise. Et je pense que lorsque Jean-Marie dit que lorsqu'on a la qualité, on n'a pas peur, le problème c'est qu'on vend de la matière première. Est-ce qu'on a la qualité? Non, déjà on vend les matières premières, on ne transforme pas grand-chose. Et ce qu'on va transformer, on n'ira surtout pas le vendre à l'Union européenne, qui aura des produits transformés plus compétitifs et plus intéressants que ce que nous, on va faire ici. Et donc, de ce point de vue, ça reste beaucoup plus un danger qu'une opportunité. Maintenant, la progressivité qui est indiquée permet peut-être de se rattraper. N'oublions quand même pas que l'accord de partenariat économique a un volet commercial et un volet développement. Et que dans les négociations, jusque-là, ce qui a été mis en avant par l'Union européenne, c'était le volet commercial. C'est de bonne guerre. Mais le volet développement n'a pas été suffisamment accentué. Est-ce que dans les années qui vont suivre, en attendant l'autre partie du démantèlement, cette dimension va être accélérée, la mise à niveau des entreprises, c'est vrai, mais surtout aussi les infrastructures et tout le reste. Je veux dire, les défis partent aussi de là. Alors, Norbert Belinga, oui, Jean-Marie. Je ne suis pas d'accord avec Alain Blaise. Il ne faut pas faire croire que le Cameroun ne soit pas capable de proposer au monde des produits transformés de grande qualité. Nous vous écoutons. Ce n'est pas vrai. Dis-nous lesquels. Quels qu'ils soient. Non, mais tous les produits. C'est-nous quelques-uns des produits. Moi je voudrais savoir comment faire. On vend essentiellement la matière première. Mais on va arriver au cacao tout à l'heure. Je crois que c'est prévu. C'est la deuxième une du débat. Je crois que le Cameroun produit probablement le meilleur cacao du monde. Alors, oui. Mais il on va revenir. C'est ça le problème. S'il vous plaît, on va revenir sur le cacao tout à l'heure. On va parler du cacao tout à l'heure. Pour le moment, nous parlons de l'APE, même si les deux sujets sont liés. Alors, dites-nous. Je dis, il faut clairement dire que le Cameroun a les moyens de proposer au monde des produits transformés de grande qualité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ne faisons pas de l'incantation. Qu'est-ce qu'il faut faire, justement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Cameroun puisse tirer le meilleur profit possible de cet accord? Oui, ce qu'il faut faire, on parle beaucoup de préparation. Allez, à cet égard, je crois qu'il faut considérer cela de manière dynamique et rappeler 2 ou 3 choses. D'abord, les négociations sur les APE ont commencé depuis quand même assez longtemps, depuis octobre 2003 à Brazzaville. Et la formule d'approbation en forme longue qui a été adoptée par nos autorités devait permettre, je pense aussi, elle visait à permettre aux différents acteurs du jeu économique de se préparer aux différentes échéances de cet accord. Puisque je voudrais rappeler que l'accord a été paraphé en décembre 2007, signé en 2009, ratifié en 2014, cela laissait, je pense, le temps aux opérateurs pour se préparer. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'abord de considérer que le débat sur l'opportunité, je pense, est derrière nous. C'est clair. C'est d'abord bien ce qu'on Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait puisque nous y sommes? Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut s'imprégner de l'accord, s'approprier l'accord, voir quelles sont les opportunités qu'il y a dans l'accord. J'ai énoncé un certain nombre de produits. Alors pour les populations qui veulent accéder à un niveau de vie, avoir un surplus de consommation, cet accord-là offre la possibilité, par exemple,
aux professions médicales d'avoir un accès plus facilité aux appareils de tout genre de médecine. C'est la première chose à voir. Donc chacun doit pouvoir regarder dans cet accord qu'est-ce qui peut permettre à son niveau d'améliorer son rendement. Les agriculteurs, par exemple, peuvent se saisir des réductions qui sont données dans ce premier groupe aux semences, aux engrais, pour pouvoir booster leur production. Les transporteurs peuvent par exemple regarder lorsque les produits du deuxième groupe vont intervenir, notamment en ce qui concerne les voitures de transport de marchandises, les tracteurs, etc., auront l'opportunité de pouvoir importer plus de voitures de transport pour pouvoir booster leurs activités. Donc chacun de nous est donc invité à considérer qu'il y a un outil, il y a un nouvel environnement commercial qui nous invite à plus d'efforts, qui nous invite à regarder les opportunités et puis surtout à faire évoluer notre modèle économique. On disait tout à l'heure, notre modèle économique en général est centré sur l'exploitation et l'exportation des matières premières. Cet accord nous offre l'opportunité de faire évoluer ce modèle vers plus de transformation en nous permettant d'accéder à plus d'équipements, en nous permettant de transformer davantage nos matières premières, donc de donner un nouvel élan à notre politique industrielle. Parce qu'il faut le rappeler, il n'y a pas d'économie sans industrie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'industrialisation, l'économie évoue à la déstructuration. C'est donc toute cette démarche d'appropriation d'accords et d'analyse pour regarder chacun à son niveau en fonction de ses activités. C'est cette démarche, à mon sens, qu'il faut que chacun puisse mener pour pouvoir tirer le plus grand bénéfice. Et je rappelle que nous sommes installés dans cet accord pour très longtemps, pour 10 à 15 ans. Alain Blaise Batongué, quels sont les avantages que le patronat pourrait tirer? Comment le patronat pourrait tirer avantage de cet accord? Comment? Pour aller dans le prolongement de ce que Norbert Bellinga disait tout à l'heure, et au-delà des réserves que j'exprimais lors de mon premier tour de parole, je dois indiquer que le patronat n'a pas attendu la mise en œuvre effective de cet accord de partenariat économique pour promouvoir un certain nombre d'actions devant permettre, avec ou sans APE, permettre à l'économie camerounaise de se moderniser. C'est-à-dire que qu'on ait l'APE ou qu'on ne l'ait pas, l'environnement international est tel que si on ne va pas vers l'industrialisation, on ne va pas avancer. De ce point de vue, nous avons régulièrement prôné d'abord la protection des industries locales qui existent déjà, une lutte plus acharnée contre le commerce illicite et contre les produits de contrefaçon qui viennent tuer, si vous voulez, le tissu industriel local qui reste pourtant encore un peu embryonnaire. Mais cela demande aussi des moyens plus importants pour le bureau de mise à niveau en termes de mise à niveau des entreprises. Et il y a un certain nombre d'actions également en rapport avec une fiscalité qui soit une fiscalité de développement et non pas celle qu'on observe aujourd'hui qui est une fiscalité de recettes et de budget. Qu'on voit concrètement comment on peut aller plus loin et permettre aux entreprises de créer davantage de richesses sans regarder immédiatement ce qu'ils doivent payer comme impôt. Donc, il y a également une action avec la réforme foncière. On parlait tout à l'heure de l'agriculture pour passer à une agriculture de seconde génération qui va permettre de transformer. On va profiter certes de ces intrants qui seront à moindre coût, mais il faut de l'espace pour le gérer. Et dans la situation de notre foncier aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident. Donc, nous y reviendrons dans quelques instants. Le temps pour nous d'aller découvrir le nouveau salon international de l'action gouvernementale. Nouveau nom, nouveau décor et plus de moyens pour faire comprendre aux populations l'action des pouvoirs publics. C'est donc la 5e édition du salon international de l'action gouvernementale qui ouvre ses portes dès le 23 août prochain. Le SAGO est en zooming et c'est une signature de Daniel Menanga. Yaoundé à l'esplanade du musée national. Rien ne le laisse encore paraître, mais c'est bien le musée national qui servira de vitrine du Cameroun, SAGO. À partir de cette année, en concertation avec le gouvernement qui avait estimé qu'il était important qu'on relook le concept, pour ramener à quelque chose de plus globalisateur et mobilisateur, d'où la nouvelle appellation la vitrine du Cameroun. Nous avons également changé de site parce que au début, l'événement devait se tenir du côté du palais polyvalent des sports de Yaoundé
Et nous avons estimé qu'il était important quand même qu'on se rapproche du centre-ville, d'où le choix du musée national. 2 semaines avant le début de l'événement, les services du chef de projet sont en effervescence. En début d'année, nous avons organisé une première réunion avec les administrations, c'est-à-dire les ministères, les structures sous tutelle. En mai, un séminaire, un atelier de formation sur le management de la communication au sein des administrations publiques a également s'est tenu du côté de Limbé. Nous pensons que nous sommes prêts pour offrir ou alors ouvrir les portes du salon La Vitrine du Cameroun à partir du mardi 23 août prochain. Plus qu'aux éditions précédentes, La Vitrine du Cameroun ambitionne de mieux s'exposer aux yeux du public, de la population. Il est nécessaire aussi que les administrations fassent ce qu'on appelle une sorte de veille du travail gouvernemental. Savoir par exemple qu'aujourd'hui, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala est en train de mettre en place la cité du cinquantenaire. Qu'est-ce que le ministère des Mines, qu'est-ce que le ministère des Travaux publics peut faire? Qu'est-ce que le ministère de l'Eau et de l'Énergie peut faire? Aujourd'hui, le ministère des Finances est en train de lancer une campagne sur la taxe foncière. Ça peut créer des soulèvements si ce n'est pas bien expliqué. Toutes les communications seront retransmises en direct sur au moins 3 chaînes de télévision. Plus de 70 000 visiteurs attendus pendant les 6 jours d'exposition. La 5e édition de la Vitrine du Cameroun SAGO s'annonce plus interactive. On voit un gouvernement qui sort pour échanger avec les populations, pour distribuer un certain nombre de supports de communication. Nous avons des expositions, des administrations publiques qui prennent des stands pour distribuer des documents d'information au public gratuitement. Nous avons prévu des conférences sectorielles qui auront lieu tous les jours, environ 3 conférences par jour. Nous avons prévu des ateliers de formation. Au final, nous avons prévu une soirée des partenaires. L'État, le secteur privé et des investisseurs sud-africains et turcs qui seront à ce grand rendez-vous parce qu'en fait, ça fait partie des innovations cette année. Toutes les administrations des secteurs privés et publics sont donc invitées à polir la vitrine du Cameroun SAGO. Notre principale attente est que certains ministères, sociétés publiques et parapubliques, des projets, certains programmes gouvernementaux qui ne se sont pas encore inscrits pour une participation à la 5e édition de la Vitrine du Cameroun rejoignent le mouvement. Le temps de l'événement et même sur le long terme, le développement du pays engage tous les maillons de la société. Alors, Omer Badji, un salon pour promouvoir l'action gouvernementale, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une plateforme de plus. Et je crois, tout à l'heure, en regardant les éléments, j'ai cru entendre que c'est la 5e édition. 5e édition. Ça veut dire que c'est une plateforme qui a peut-être fait la preuve de sa pérennité. On a passé les 4 précédentes, peut-être. Ça, je sais, en fait, je crois que ça fait la preuve peut-être de sa pérennité. Et de ce point de vue, ça permet peut-être aussi de sortir un peu du carcan dans lequel est généralement logée la communication gouvernementale, généralement avec des cadres assez contraints. Peut-être que c'est une opportunité parmi tant d'autres. Alors maintenant, le problème est de savoir si effectivement il y a une adhésion de la part des principaux intéressés, que sont les ministères et peut-être les acteurs du secteur privé. Je suppose qu'ils ont aussi leur mot à dire sur l'action gouvernementale, au même titre peut-être que toute la société. J'espère seulement que effectivement cette adhésion pourra se faire et que les ministères pourront répondre comme certains de ces ministères ont répondu par le passé. Notamment le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural qui s'est préparé déjà à participer à ce salon. On pourrait aussi débattre de l'APE, là-dessus notamment le ministère. Alors justement, nous continuons de parler de l'APE au maire. Est-ce que le consommateur final va lui aussi ressentir, on a commencé à le dire, est-ce que le consommateur final va lui aussi ressentir les effets, je vais dire, positif de l'APE? Oui, comme je disais, en fait, l'objectif c'est quoi? C'est de rendre tout au moins les marchandises en provenance, de par le démantèlement, de rendre les marchandises moins chères pour le consommateur. Et je pense que ce serait une bonne chose. Il aura accès effectivement à la marchandise de meilleure qualité à un coût assez moindre.
Et au-delà de ça, mais ça ne résout pas quand même tout le problème, hein, parce qu'il y a un certain nombre de problématiques quand même qui ont été soulevées. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce que Norbert Belinga disait tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut qu'on parle bien sûr de ce qui doit être fait, mais je pense qu'on a quand même plus du retard, il faut le relever. Parce que quand même, il y a c'est pas une problématique qui soit spécifique au Cameroun. Vous avez le cas principal, d'abord le Portugal, qui en 1986 devait adhérer au marché commun européen. Et on s'est rendu compte que avant l'adhésion, si les entreprises portugaises accédaient au marché commun européen sans préparation, sans qu'on les mette à niveau, elles ne feraient pas le poids face aux Allemandes, aux Françaises, aux Italiennes et autres. Et effectivement, on avait mis sur pied un programme de mise à niveau avant l'adhésion. Ça a été la même chose. Cela a été fait au Cameroun aussi. Mais sauf que là, malheureusement, je crois que vous avez vu tout à l'heure, je crois que Chantal Elombat disait à Cameroun Tribune que nous en sommes, pour ce qui est du programme de mise à niveau, nous en sommes à une 60aine d'entreprises. Je pense qu'il y a un effort de massification de ce programme, comme par exemple la Tunisie. Elle n'a pas les moyens pour ça. Elle n'a pas les moyens pour ça. Mais il y a quelqu'un qui doit lui donner les moyens pour cela. Et au-delà de ça, Alain Blaise évoquait qui n'a pas libéré malheureusement, je crois le programme pas comme ça à peine 6,6 milliards, je crois que Norbert Belinga me corrigera, et le fait qu'on tende seulement la main comme ça à l'Union européenne, quand même moi me pose un problème. Mais d'un autre côté, Alain Blaise n'a pas suffisamment souligné cela, il parlait de la réforme foncière et autres. Il ne s'agit pas seulement de mettre à niveau les entreprises, mais il faudrait aussi que l'environnement des affaires puisse suivre. Je reviens toujours. Prenons le cas de ces entreprises pharmaceutiques de Douala qui est confrontée à une entreprise française. S'il y a des problèmes de disponibilité de l'énergie, des problèmes d'accès à l'eau, ainsi de suite, et qui plus est, la chaîne logistique qui ne suit pas, alors que de l'autre côté, effectivement, la chaîne logistique suit et que les facteurs de production sont disponibles, ça pose quand même un problème. Donc, il y a un problème de compétitivité qui se pose. Et je dis, c'est une problématique qui, principalement, qui permet d'adresser ce problème d'abord au gouvernement, d'abord dans un premier temps, et les chefs d'entreprise peut-être suivant. Surtout aux chefs d'entreprise. Non, d'abord le gouvernement. D'abord le gouvernement. Et là, je terminerai par ça, si tu me donnes 10 secondes. Je rappelle qu'en 1995, la Tunisie a eu à signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Et les chefs d'entreprise tunisiens ont sensibilisé Zine Ben Adi à l'époque, qui a adressé ce problème. Et vous avez eu des milliers, au moment où cet accord est entré en vigueur, vous avez eu des milliers d'entreprises tunisiennes qui arrivaient à affronter la concurrence européenne. Et il y a au moins 5 000 entreprises. Les 5 secondes sont donc je pense que, de ce point de vue, il va falloir que l'État, d'abord, prenne les choses en main. Je crois qu'il faut massifier effectivement cela. Après l'État, viennent donc les opérateurs économiques. Je veux prolonger le raisonnement d'Omer en indiquant qu'effectivement, l'amélioration de l'environnement général des affaires doit être quelque chose, un objectif clair et précis. On le rappelle régulièrement à la faveur des sessions du Cameroun Business Forum, mais la question de fiscalité de développement que je rappelais tout à l'heure, la résorption des déficits infrastructurels, il en a parlé tout à l'heure, les problèmes d'énergie, les problèmes de route, les problèmes d'eau, les problèmes de communication, la question de la régulation et du contrôle des marchés, avec pour principal obstacle la lutte, avec pour principal obstacle le commerce illicite, contre lequel on doit lutter en permanence. La question de la réforme foncière, on l'a évoqué, mais également la performance administrative, la simplification, la dématérialisation de certaines procédures. Certaines administrations se sont beaucoup modernisées, mais si toutes ne se modernisent pas, une ou deux administrations peuvent gripper toute la mécanique et empêcher la mise à niveau de manière performante des entreprises. Donc, c'est un ensemble auquel il faut ajouter maintenant l'accroissement des débouchés, les questions de sous-traitance, la question de préférence nationale dans certains marchés publics. Ça existe dans tous les pays du monde. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas au Cameroun? Ça permettrait aussi aux entreprises de gagner en capacité et de gagner en surface financière et de pouvoir prétendre se battre avec les autres. Alors Jean-Marie, vous qui avez suivi ce dossier de bout en bout, est-ce que vous avez l'impression que ces préalables ont été pris en compte ou alors qu'ils le seront dans un avenir plus ou moins proche? Non, la question ne se pose pas de cette manière, me semble-t-il. Dans la vie d'un pays, on ne peut jamais dire qu'on est prêt. Il y a des problèmes, on s'adapte, on se réorganise pour résoudre ces problèmes-là. Je suis content de parler, d'entendre les diagnostics. Ça, c'est des diagnostics qu'on fait au Cameroun depuis 20 ans. Amélioration du climat des affaires, amélioration de ceci. Mais sauf que maintenant, il y a une concurrence qui va s'installer. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au moins, j'espère, au moins que la concurrence là va nous permettre
de lever un certain nombre d'obstacles. Et je dis et je répète que ces obstacles-là, c'est dans notre code de pouvoir les lever parce que ce ne sont pas les Européens qui viendront les lever. Il y a un vaste programme sur le plan énergétique. On espère que d'ici quelques années, on va avoir de l'énergie à moindre coût et de bonne qualité. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui se mettent en place. Bon, mais quand on construit l'autoroute Douala-Yaoundé, ce n'est pas les Thaïlandais ou les Malaisiens qui viendront résoudre le problème des indemnisations. Quand vous prenez 2 ans pour indemniser 100 personnes à Lobo, vous voyez bien que ce n'est pas le problème des... Voilà, sur 20 km, vous voyez bien que ce n'est pas le problème des Européens. Et puis il faut dire que chaque pays ne se développe que sur ses avantages comparatifs les plus favorables. Ce n'est pas demain que le Cameroun va fabriquer les avions pour vendre aux Européens ou les voitures. En 1975, la Corée du Sud était considérée comme un cas désespéré par les institutions de Bretton Woods. Ils ont bâti leur politique sur les exportations. Et les exportations sur lesquelles ils ont beaucoup investi avant même d'arriver à la transformation. Et on a vu ce que la Corée du Sud est devenue. Donc le Cameroun doit bâtir une politique, une stratégie de production pour assurer un marché qui devient plus large. Alors on imagine bien, Norbert Bellinga, vous qui êtes membre du comité de suivi de l'APE, que c'est des questions qui font débat ou qui tout au moins qui sont abordées dans ces comités-là. Elles ne sont pas seulement abordées, elles ont déjà été conceptualisées, elles ont même déjà été analysées. Donc je veux parler de la réponse du gouvernement qui a été reflétée, qui s'est reflétée, dont les principaux axes sont exposés dans un document qui avait été publié par le MINUPAT en 2013, en octobre 2013, et qui expose les axes de réponse du gouvernement vis-à-vis des APE. C'est 3 axes. Le premier axe, c'est de renforcer nos capacités d'offre. Les APE, nous devons les aborder en ayant à l'esprit que nous devons renforcer ces capacités. Et le bureau de mise à niveau... Sachant que notre tissu industriel est embryonnaire, est-ce qu'on ne va pas tuer le bébé dans l'œuf? Mais non, mais justement, ces actions sont destinées à permettre à ce que vous qualifiez d'embryonnaire, moi je n'utiliserai pas ce terme, puisse évoluer vers une densification. Et le bureau de mise à niveau est un élément de cette politique de renforcement des capacités d'offre. Il y a d'autres éléments. Il y a par exemple le renforcement du système de certification et de qualité à travers l'ANOR. Vous avez noté que l'ANOR déploie un certain dynamisme, un certain nombre d'activités que vous devez analyser en cohérence avec ce plan du gouvernement visant à renforcer les capacités d'offre. Vous avez un autre pan de cette action qui porte sur le renforcement des capacités d'exportation. Là, il est question, par exemple, de créer des zones économiques, de créer des clusters, de créer des mécanismes de compagnonnage industriel, etc. Vous avez un autre axe qui concerne... On est encore dans l'intention, là. Non, mais ce document, peut-être qu'il y a une méconnaissance de ce document par rapport au public, mais ce document a été publié, je le dis, en octobre 2013. Et vous avez déjà... on a dépassé le stade des prémices puisque le renforcement de l'ANOR est en cohérence avec cette réponse du gouvernement. Vous ne pouvez pas vous projeter sur les marchés internationaux si vous ne vous conformez pas à un certain nombre, un système renforcé de normes et de qualité. Donc cette démarche-là est déjà en cohérence. Vous avez cité l'amélioration du climat d'affaires. C'est un sous-ensemble de la réponse en termes de réformes fiscales et institutionnelles. Il y a des réformes qui sont menées par les services des douanes et des réformes menées par les services fiscaux. Ces réformes s'inscrivent dans cette globale. Peut-être que la cohérence d'ensemble de cela ne se voit pas par rapport au public, mais il y a une réponse du gouvernement structurée autour de ces 3 axes, le renforcement des capacités d'offre, le renforcement des capacités de production et les réformes institutionnelles et fiscales. Donc il est question pour chacun des acteurs de s'approprier ce plan qui existe et de tirer parti des aménagements qu'il comporte. Prenons des mesures, par exemple, de renforcement des capacités de prospection commerciale.
Ça, c'est un nouveau pan d'activité dans lequel doivent s'inscrire nos opérateurs économiques. Ils doivent apprendre à prospecter les marchés étrangers. Ils doivent apprendre à négocier des contrats à l'étranger. Donc, c'est un nouveau paradigme qui appelle de nouvelles habilités. On le sait à l'université du GICAM depuis... Il faut s'en féliciter. Voilà, c'est ça. Ben voilà, il faut donc s'en féliciter. Donc, qu'il y a un plan, peut-être que la cohérence n'apparaît pas suffisamment, mais ce plan existe et il est structuré autour de ces trois axes. Je suis tout à fait d'accord avec M. Belingamaya. Nous avons des problèmes d'implémentation de problèmes. Il faut peut-être célébrer la capacité de la direction générale des douanes et des impôts à mener un certain nombre de réformes, mais pour le reste, nous avons des problèmes. Il y a des textes, mais c'est l'application qui pose problème. Le temps de maturation des projets est tellement long qu'après, ça perd même toute efficacité. C'est-à-dire quand vous émettez une idée en 2016 et qu'elle prenne forme en 2021, vous avez perdu toute efficacité. Il faut que l'administration devienne efficace. M. Norbert Belinga dit que les opérateurs économiques doivent apprendre à prospecter. Il faut aussi que l'administration apprenne à accompagner, à ouvrir les portes aux opérateurs économiques. C'est comme cela que ça se passe dans tous les pays du monde. C'est-à-dire quand un ministre se déplace, il faut qu'il ait des opérateurs économiques avec lui. Des vrais opérateurs économiques. Nous, on a de la peine à le faire. Les fonctionnaires, excusez-moi le terme, les fonctionnaires prennent en otage un certain nombre de choses. Non, mais c'est une idée reçue qui convient de reléguer complètement au placard. C'est pas possible de dire des choses pareilles. Non, nous avons par exemple un forum douane entreprise. Qu'elle soit vraiment reléguée dans les... Non, il faut reléguer les placards. S'il n'y a pas une synergie, même dans la conception des textes entre le privé et le public, on va la perdre. Ça, de toute façon, on perdra beaucoup d'efficacité dans nos permettez juste pour dire que les instances de dialogue et de structuration de ce dialogue existent. Donc au plus haut niveau, on parlait peut-être tout à l'heure du Cameroun Business Forum, au niveau de la direction générale, il y a un forum, il y a une instance de densification des relations, donc de concertation avec les entreprises. Il y a une édition spéciale qui est prévue dans les prochains jours. C'est entendu. Voilà, donc tous ces éléments existent. Je crois qu'il faut reléguer un certain nombre d'idées reçues sur l'administration, même si on convient qu'il y a des reçues. Alors, est-ce qu'il y a des partenariats qui ont déjà été... La parole, monsieur. Permettez que... Alors, parole, monsieur. On dit que ce soit Jean-Marie K ou Norbert Belinga disent que les opérateurs économiques doivent pouvoir pister eux-mêmes des opportunités. Alors, au point où nous en sommes aujourd'hui, est-ce qu'il y a des partenariats qui ont commencé à être étudiés? Pas encore? Permettez que je rappelle deux choses. La première, c'est le concept des journées de l'entreprise qui existe depuis 2008 et qui avait justement pour objectif de démystifier l'idée que les gens peuvent avoir de l'entreprise comme une structure qui est toujours là pour se faire de l'argent au détriment de certaines règles et de la rapprocher des administrations partenaires. L'université du GICAM, qui est donc la deuxième initiative, a pour objectif de mettre en relation étroite donc les chefs d'entreprise juniors, les chefs d'entreprise chevronnés, les principaux responsables des administrations et les partenaires étrangers. En ayant les thématiques comme l'entreprise conquérante, l'entreprise offensive, l'entreprise intelligente, ça nous a permis de nous mettre régulièrement en relation avec les partenaires extérieurs, qu'ils soient africains ou européens ou asiatiques. Donc, les projets existent. Mais ce que nous disons, et Jean-Marie Nka l'a relevé, c'est qu'il y a une volonté significative du gouvernement, mais aussi de l'administration d'accompagner ce mouvement d'ensemble-là. C'est entendu, Alain Blaise Batongué. Simplification, dématérialisation, ouverture d'esprit. En focus dans scène de presse ce soir, Elhadj Nana Bouba, qui est un opérateur économique de la place. Et depuis le 19 mai, il est le chef de la délégation permanente du RDPC dans le Mbéré, c'est dans la région de la Damawa, une délégation qui est allée à la rencontre de la base le week-end dernier. Alors la température, les attentes et les ambitions des populations du Mbéré, c'est dans la rubrique Focus de ce soir.
juste pour qu'on se réunisse, qu'on discute, qu'on voit qu'est-ce qu'on va faire si on a une élection demain ou après-demain. Il faut qu'on commence à organiser. Vous savez que normalement, si on vous a nommé quelque part, il faut d'abord venir voir votre population et discuter avec eux, savoir ce qu'ils pensent à vous. On est venu les aider à travailler. C'est le meilleur candidat. C'est le meilleur candidat. Vous savez que ce qui est plus important dans le public, c'est le pays. Alors si vous avez quelqu'un que vous avez dans le pays, continuez avec lui pour que le pays soit dans votre pays. Voilà pourquoi nous on dit qu'il faut que le chef d'État présente pour nous garder le pays de notre Cameroun. J'appelle tous les militants massivement d'aller inscrire sur le district électoral et à retirer les cartes. Le moment venu, si le vote arrive, il faut qu'on va massivement pour aller voter. Voilà le message que je donne à la population de Mbéré. En Mbéré, on est presque sûr, s'il représente demain, nous on va le gagner ici. On parle de Mbéré, on ne parle pas d'autre. On sait que lui, s'il dit demain, je suis d'accord, vous savez que maintenant, on n'est pas de demander pardon, mais lui, il reste tranquille. Mais le jour qu'il lui dit, allez-y, vous allez voir ce qu'on va faire. Retour sur le plateau de Scène de Presse et place à la deuxième une de cette édition. Nous parlons du cacao et principalement de la transformation du cacao. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par M. Michael Domping, qui est donc le directeur général de l'ONTC. Monsieur, bonsoir. Alors, comment se porte la filière cacaoyère aujourd'hui? Elle se porte bien? Merci, madame, de l'opportunité que vous me donnez de parler un peu de la filière cacao du Cameroun. Question simple, réponse simple, elle se porte très bien. Alors, la production aujourd'hui, elle est en hausse ou en baisse, ou alors elle stagne? Là, il s'agit d'une question piège, parce que les chiffres que nous communiquons... Nous ne posons pas des questions pièges sur ce plateau, monsieur le directeur général. Les chiffres que nous communiquons sont les chiffres de la production commercialisée. Parce qu'à ce niveau, nous savons exactement ce qui est sorti par le port de Douala. C'était facile de comptabiliser. Il y a les stocks de fin de campagne, les exportations, moins les stocks de fin de campagne. Ça donne les statistiques en ce qui concerne les exportations. Donc les chiffres que nous communiquons, les 271 000 tonnes, c'est du cacao exporté. Par contre, vous savez que certains producteurs terrorisent. En fin d'année, la campagne part de 1er août au 15 juillet, d'autres terrorisent pour attendre la rentrée scolaire qui est fin août, début septembre. Ça fait donc que la production nationale même n'est pas très connue. Il y a aussi le fait que certains stocks sont détenus dans les magasins non agréés, qui ne sont pas connus de l'administration. Ça fait que les chiffres de la production nationale n'est pas facile à déterminer. Mais par contre, comme je l'ai dit, au niveau des exportations, on a les chiffres exacts. Alors, Jean-Marie Ka, nous connaissons votre proximité avec les cacaoculteurs, pour dire le moins. Quels sont les problèmes quels sont les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui? Oh, c'est essentiellement, beaucoup d'efforts ont été faits là-dessus. C'est essentiellement le problème d'encadrement et les problèmes d'enclavement. Aujourd'hui, le secteur est assez dynamique. Vous savez, le gouvernement avait l'ambition en 2020 de produire 600 000 tonnes. Et ce ne sera certainement pas possible. 2020, c'est demain? Oui, ce sera certainement possible parce qu'il était prévu qu'à partir de 2013, il y ait 50 millions de plants chaque année et qu'il y ait à peu près 35 000 hectares de surface plantée. On fait à peu près 10 000 par an. C'est un secteur dynamique et le principal problème des acteurs du secteur, c'est la disponibilité du matériel végétal et les problèmes d'enclavement qui sont extrêmement importants. On parlait des infrastructures. Ça, c'est des problèmes qu'il faut adresser. Si on veut se développer, on veut résoudre un certain nombre de problèmes, même de motivation des acteurs à cultiver du cacao. Si vous cultivez du cacao, vous mettez du plantain et vous ne pouvez pas vendre, il y a problème. Voilà, c'est le principal problème
des cacaoculteurs, c'est la disponibilité d'un certain nombre d'intrants. Alors, il y a ce problème dont vous avez parlé, mais il y a également les problèmes liés au séchage, même au phénomène de coxage au Merbadi que les cacaoculteurs rencontrent. Alors, c'est devenu une ancienne de Luc. C'est le problème lié à l'encadrement. Chaque année, il revient là-dessus, sur ce phénomène de coxage. Et effectivement, le directeur général évoquait un peu cela. Il y a un phénomène de contrebande dans l'achat du cacao qui fait en sorte qu'effectivement, on a du mal à tenir les statistiques. Et sans compter parfois même une partie de la production qui est évacuée vers des pays voisins, sans que effectivement les autorités en charge du suivi ne soient au contrôle de cela. Et d'un autre côté, vous avez évoqué effectivement le problème aussi du séchage, qui déteint d'ailleurs sur la qualité. Hein. Tout à fait. Et heureusement que depuis au moins 2 ou 3 ans, il y a quand même un effort de certification de l'origine Cameroun. Un effort de certification à partir, bien sûr, des programmes d'encadrement des producteurs qui s'est mis en place. Le phénomène a tendance à s'est réduit progressivement, mais seulement il y a encore beaucoup d'efforts qui doivent être faits de ce point de vue-là. Alors, le problème aujourd'hui, Alain Blaise Batongue, est-ce que ce n'est pas aussi celui de la transformation de ce cacao-là pour pouvoir en tirer le meilleur profit, pour pouvoir avoir une valeur ajoutée? Il s'agit de cela aussi. N'oublions pas ce que je disais tout à l'heure. Mobilisation de tous les acteurs autour de l'accélération de la croissance. La question du cacao peut être un catalyseur de croissance, mais à condition que toutes les chances soient mises ensemble pour qu'il en soit ainsi. Les préoccupations qui ont été évoquées, rien qu'au niveau de la production, sont déjà des freins. Et on peut comprendre que les volumes stagnent, alors que la demande est toujours forte. C'est probablement l'un des produits qui n'a pas d'invendu, pour dire ainsi. C'est-à-dire que quand on produit, on est sûr de vendre. On peut produire le plantain, on peut être sûr qu'au niveau du marché, on va l'écouler, mais le cacao, on le vend. Très bien. Maintenant, il faut aller au-delà. Lorsqu'on voit les chiffres que les multinationales de transformation se font autour d'un produit comme le cacao, et qu'on se rende compte, le directeur général va peut-être me corriger, que à peine 10 à 12% de ce chiffre d'affaires revient au producteur, qu'est le cacaoculteur. Il faut s'interroger, pourquoi ne pas créer cet environnement en transformant et en récupérant cette plus-value pour permettre d'améliorer les conditions de vie de tout le monde. C'est un projet qui est important et qui fait partie des projets pour lesquels le GICAM a toujours exprimé ce point de vue. Alors, M. Michael Dompi, qu'est-ce qui est fait pour développer aussi le secteur de la transformation du cacao au Cameroun? Merci, madame. En 2014, le gouvernement a adopté le nouveau plan de développement de la filière. Et dans ce plan, il est prévu de transformer au moins 40% de la production nationale. Et à l'heure où je vous parle, on a une seule société de transformation locale, qui est la C-Cacao. Sans publicité, qui est installée au Cameroun depuis près de 50 ans. Mais il y a 3 courageux Camerounais, ou 3 groupes camerounais qui ont déjà signalé. Vous faites bien les dire des courageux. Si, parce que c'est des investissements lourds, hein, il faut des moyens. Donc on a assisté il y a quelques semaines à la pose de la première pierre d'une industrie de transformation à Kekem, Neo Industries. C'était exactement le 17 juin dernier, c'était le ministre de l'économie, Lupo Notazé, qui a présidé cette... Exactement, madame. Et il est annoncé dans la région de Kribi, Atlantis Industries, et dans la région de Japoma, Delta Industries. Et chacun se projette de faire au moins 25 000 tonnes. Si les 3 font 75 000 tonnes, et on ajoute à la capacité de C-Cacao qui a renforcé ses capacités à 50 000 tonnes, on est carrément à 120, 130. On atteint les 40% prévus dans le plan de relance. Donc sur ce domaine-là, les choses sont bien parties. Alors, Jean-Marie, on va, comparaison n'est pas raison, ça c'est sûr, mais si on prend par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, on peut se poser certaines questions. La Côte d'Ivoire qui non seulement produit plus, d'ailleurs c'est le premier producteur mondial, mais la Côte d'Ivoire également qui a décidé de faire venir dans le pays depuis 1996 notamment un grand chocolatier français. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose chez nous?
C'est à ça que je voulais arriver. La Côte d'Ivoire, c'est 40% de la production mondiale. Le directeur général parlait de la décision de transformer 40%. Il ne s'agit pas simplement de décider, il faut véritablement gouverner la filière, comme vous le dites, intéresser les grands acteurs du secteur, qu'ils soient étrangers ou nationaux, parce qu'il faut gouverner une filière. Il faut qu'on dise que l'État du Cameroun, c'est ce qu'a fait la Côte d'Ivoire. Le Ghana aussi, d'ailleurs. Le Ghana, l'État du Cameroun, le Cameroun décide de transformer 40% de sa production, et pour le faire, voilà les mesures qu'il prend. Il ne s'agit pas simplement de décider, comme le disait M. Batongue, il faut par exemple des mesures incitatives pour que les gens viennent. Les gens ne viennent pas pour vos beaux yeux. Pour prendre une décision d'une telle ampleur, il faut l'accompagner, il faut que les acteurs se sentent encadrés, qu'ils aient une fiscalité de développement. Qu'on vous dise, monsieur, pendant les 3 premières années, vous ne payez pas ci, vous ne payez pas ça. Bon, espérons qu'avec l'APE ou les équipements de production, de transformation entreront sans grand frais. Peut-être qu'on va y aller, mais il faut aussi le changement de mentalité. Vous savez, le développement, c'est aussi un état d'esprit. Il faut qu'on s'organise autour d'un certain nombre de choses pour produire. Je vous dirai des informations assez graves. Il y a des grands exportateurs camerounais, le directeur, je ne dirai pas le nom, le directeur général le sait, qui favorise les exportations frauduleuses du cacao du Cameroun. Des grands exportateurs qui font de gros chiffres. Alors, Alain Blaise Batongue, est-ce que les opérateurs économiques ne tournent pas un peu le dos à ce secteur-là? Est-ce qu'ils sont intéressés par la transformation? Pourquoi ils n'investissent pas? Un opérateur économique ne peut pas tourner le dos à un secteur qui peut être rentable. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'y a pas suffisamment... Le risque est trop grand. C'est qu'il n'y a pas suffisamment de mesures. On a parlé tout à l'heure, le cacao, ça demande des espaces. La question foncière n'est pas réglée de manière définitive. Le titre foncier, pour l'instant, les banques ne le considèrent plus comme une garantie tous azimuts. Donc, je veux dire, il y a cette question foncière, il y a la question des machines, et il y a la question de... Je veux dire, l'environnement général, pour l'instant, n'encourage pas. Le directeur général a parlé d'un certain nombre de mesures qui ont été prises. Effectivement, il faudrait qu'on les mette en œuvre et que le gouvernement, à travers le ministère qui en a la charge, explique clairement ce que l'État peut faire, qu'il y ait également une cohérence gouvernementale pour que toutes les autres administrations concernées ne tirent pas à sens inverse. Malheureusement, ça arrive. De sorte que on puisse avancer. C'est un secteur, moi je l'ai dit tout à l'heure, le cacao n'a pas d'invendu. Rien que pour ça, c'est déjà un signal qui est intéressant. Maintenant, aller au-delà, voyez ce que les gens dépensent, rien qu'avec les principaux chocolatiers internationaux. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu les chocolats produits en Côte d'Ivoire, ils sont de très bon niveau. Ça veut dire que si on transforme de plus en plus, avec la concurrence, même en interne, ça va s'améliorer et ça va être intéressant. En fait, même les chocolats produits au Cameroun sont de très bonne qualité. Oui, bien sûr. Absolument. Mais le chocolat du Cameroun qu'on achète à 100 francs est nettement meilleur que ceux qu'on achète à 100 000. Le chocolat camerounais. À Zurich, je suis désolé, ça faut que les gens le sachent. Allez-y. Je voudrais juste ajouter qu'il y a 2 niveaux de transformation. Il y a d'abord, Voilà, justement. oui, il y a 2 niveaux. Il y a le broyage qui met à la fin du processus des produits semi-finis. À ce niveau, il y a un marché. Parce que ceux qui le font dans des chaînes bien déterminées. Deuxième étape, c'est le produit fini. Pour que quelqu'un investisse son argent dans la chocolaterie, il faut qu'il s'assure qu'il va l'écouler. Il y a d'autres produits qui ne sont pas forcément du chocolat, mais qui passent aussi. Donc, ceux qui veulent faire la deuxième transformation, il faut s'assurer qu'il y ait un marché. Sinon, vous allez, tout à l'heure j'ai entendu, vous allez concurrencer... Il y a des cosmétiques, il y a le secteur des cosmétiques, la pharmaceutique et même de l'alimentation. Exact. Mais j'ai dit, c'est des créneaux où il faut s'assurer qu'il y a un débouché. Sinon, vous allez avoir un produit entre les mains et vous n'aurez pas le marché. Vous allez être en concurrence avec ceux qui le font déjà.
par exemple, concurrencer... Est-ce que c'est une raison pour ne pas se lancer? Non, c'est développer en même temps la consommation locale. Parce que pour exporter, il faut concurrencer ceux qui le font déjà sur d'autres marchés. Mais le Cameroun qui est en quête de croissance, Omer Badi, le Cameroun qui est en quête de croissance, est-ce qu'il peut faire l'économie de la plus-value que peut apporter la transformation du cacao? Surtout pas, surtout pas. J'ai eu à discuter notamment avec M. Nathan Nkolosé il y a quelques mois. M. Nathan Nkolosé, le directeur général, le connaît. C'est lui le projet de transformation de Mbalmayo à travers FAPAM. Et je crois autour de ça se greffe un programme agropole. Effectivement, il m'expliquait que ce secteur, et notamment la transformation, génère beaucoup d'opportunités et beaucoup de plus-values, mais il y a beaucoup d'obstacles. Des emplois et des revenus. Oui, mais il y a beaucoup d'obstacles qu'il faut lever. Des obstacles d'ordre financier, administratif et ainsi de suite qu'il faut lever. J'espère au moins que comme il est dans le programme agropole, peut-être qu'effectivement une bonne partie de ces programmes seront levés. Et pour revenir effectivement à ce que disait le directeur général, il faut faire très attention. Vous avez la première transformation où les acteurs locaux et vous avez justement la filiale du multinational, c'est-à-dire ici Cacao, se lance là-dedans. Mais maintenant, il y a la deuxième transformation, c'est-à-dire pour aboutir au produit fini. Vous prenez le cas d'Ivoirien avec le chocolatier, c'est moi qui s'est installé à Abidjan. Le véritable problème aussi avec le Cameroun, c'est qu'on a beau être 5e producteur mondial, on reste un producteur modeste. Il faut que le produit soit disponible et en quantité pour que effectivement une multinationale puisse s'installer au Cameroun pour pouvoir absorber effectivement une quantité considérable de la matière première pour pouvoir produire. Et ça, c'est une des contraintes qu'il faille par exemple résoudre. Et de ce point de vue, Jean-Marie a parlé tout à l'heure de l'objectif de 600 000 tonnes à l'horizon 2020. J'ai interviewé M. Michael Doping l'année dernière. Même lui, il semblait pessimiste quant à l'atteinte de cet objectif. Je crois qu'il tablait déjà sur 400 000. Réservé, pas pessimiste. Et je tiens à dire que l'objectif ne sera pas atteint. Et le conseil interprofessionnel Cacao Café a été formel cette année au terme de la campagne qui vient de s'achever en disant Permettez à M. Michael Doping de réagir en une seconde. Oui, les 600 000 tonnes étaient adossées sur un plan de financement de 600 milliards. Or, si vous n'avez pas les 600 milliards, vous n'allez pas produire les 600 000 tonnes. Tout à fait, voilà qui est bien dit. Un autre arrêt je voulais juste ajouter, indépendamment des quantités, il faut dire qu'on apprenne à mettre en exergue nos qualités. Le cacao du Cameroun a les caractéristiques organoleptiques qu'aucun cacao au monde n'a. On peut déjà s'appuyer sur cela pour attirer les investisseurs. Je le disais tout à l'heure, c'est l'un des meilleurs cacao du monde, probablement le meilleur cacao du monde. Pendant longtemps, quand on faisait de la qualité, le cacao du Cameroun ne servait pas à la fabrication de chocolat. Le cacao du Cameroun servait à mettre la dernière couche du cacao sur le chocolat. Pour des chocolats de luxe. Voilà. Alors, on va marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse. L'électronique est son gagne-pain, l'agriculture sa passion. Allons à la rencontre de Merlin. C'est un jeune agriculteur, plutôt Android, iPad dans une main et machette dans l'autre. Monique Félicité Chuen est notre guide. Le bruit de ce véhicule perturbe le silence de cette forêt qui reconnaît son maître. Merlin Jobert Ngantsi, agriculteur, propriétaire de ces 2,5 hectares de terrain. Il les a achetés à Baka, ce village situé à 12 km de Yaoundé. Je suis ici régulièrement, moi personnellement, une fois par semaine, pour au moins superviser. Mais sinon, j'ai une équipe sur place qui travaille régulièrement. C'est pas aussi facile d'obtenir jusqu'à 2,5 hectares. Il faut déjà avoir, sinon, certaines relations dans le village où je suis actuellement. Donc, c'est par le biais des amis que j'ai pu acquérir cet espace et où je suis vraiment bien soutenu dans ce village. Il n'est pas venu ici depuis un bon bout à cause des pluies. Et là, ce matin, avec ses 5 employés, le jeune agriculteur a du pain sur la planche. Voilà, explique-moi un peu comment ça s'est passé le travail de la semaine. Après la mise au point, il faut délivrer les bananes plantains, manioc, macabo et piment de leurs envahisseurs, ensuite récoltés. Ça, c'est du bon piment africain. Ça chauffe. Je
j'essaie un peu de faire le meilleur choix des semences, quoi. Un peu partout dans la capitale, quel que soit l'endroit, on m'indique où un autre cultivateur a un produit qu'il peut me proposer, alors j'y vais chercher. Aujourd'hui, je suis vraiment très engagé là-dessus. Je suis très engagé dans le travail de l'agriculture, puisque ça prend vraiment de mon temps. Merlin écoule les fruits de son dur labeur dans la ville. J'ai quelques sites, quelques secteurs de vente dans la ville de Yaoundé, à savoir le marché de Acacia, le marché d'Acacia, et puis celui de la Barrière qui ouvre un jour dans la semaine, quoi. En ville, notre ambitieux Camerounais s'adonne depuis longtemps à sa première activité. Il est électrotechnicien à l'avenue Kennedy, avec ici aussi 5 employés à son service. Je fais dans la maintenance, dans le dépannage des téléphones en général, dans des téléphones mobiles. Le lien qui est entre l'électronique et l'agriculture, ils sont vraiment pas liés. Ici, c'est de la maintenance, c'est l'électronique, comme vous l'entendez. Ici, on dépend des téléphones, mais par contre, de l'autre côté, c'est vraiment de l'agriculture pure. Grâce aux retombées de ces 2 activités, ce jeune agriculteur androïde compte développer une pisciculture dans la même zone. Alors, Monsieur Michael Dumping, voilà donc un jeune qui décide lui aussi de se lancer dans l'agriculture. C'est des exemples comme ça qu'il faut encourager? Oui, madame. Comme on le dit souvent, le cacao, les cacaoyers sont vieux, les plantains sont vieux. Il est aujourd'hui question d'intéresser les jeunes dans la culture du cacao. Et il y a des programmes au niveau du Minader, au niveau de l'interprofession, qui sont destinés à encourager et à permettre aux jeunes de s'installer et de faire de la cacao. Alors, comment intéresser les jeunes ou alors tout au moins les autres à la transformation du cacao? Omer Badi Otapela. Il suffit d'abord, je crois, et de ce point de vue, les instances en charge de ce secteur font quand même de la communication là-dessus, notamment avec le programme New Generation, je crois, qui permet d'intéresser effectivement les jeunes. Et je crois que les premières plantations d'ailleurs sont déjà entrées en production. Donc je pense qu'effectivement il y a un engouement qui va être fait et en plus de ça il faut montrer effectivement que c'est un secteur rémunérateur. Je crois que les prix sont fermes depuis un certain nombre d'années et cette année encore avec les contre-performances de la Côte d'Ivoire et du Ghana, je crois que les prix sont restés fermes. Donc je pense que c'est assez rémunérateur. Il y a de la sensibilisation à faire là-dessus et à montrer qu'effectivement la demande est là. La demande est là, elle croît je crois de 30% à l'échelle mondiale chaque année. Donc je pense qu'effectivement au moins sur la décennie à venir encore, je crois qu'il y a de l'espoir à se lancer effectivement dans ce secteur. Alors Jean-Marie, on demande aux jeunes de retourner à la terre, mais une fois arrivés au village, ils ne trouvent pas d'espace pour pouvoir poursuivre. Il faut également faire quelque chose à ce niveau-là. Oui, c'est des problèmes qu'il faut résoudre définitivement. C'est-à-dire le problème foncier doit être résolu. Je dis au comice de Bolova, je le dis toujours, le président de la République a prononcé un discours fondateur sur l'avenir de l'agriculture. Mais comme d'habitude, après, l'administration n'a pas suivi. Le président, il a demandé la réforme. On ne parle pas ici de réforme agraire, la réforme foncière et la réforme de la formation. Mais le secteur du cacao, il faut bien le dire, est assez dynamique. Il y a une élite politico-administrative qui est entrée en scène et qui y va. On n'atteindra pas l'objectif de 600 000 tonnes, mais la production du cacao du Cameroun, quand toutes les parcelles entreront pleinement en production, elle va augmenter. Maintenant, pour vraiment intéresser les jeunes, il faut à un moment donné qu'on change de politique. Il faut qu'il y ait un office de développement du milieu rural pour qu'on aménage les terres et qu'on les donne aux jeunes. Les jeunes en forêt ne peuvent pas aménager les terres. Il faut que quelqu'un le fasse à leur place. C'est entendu. Alors nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de scène de presse pour constater avec vous, Alain Blaise Batongue, que les choses avancent plutôt bien du côté de la CAN féminine. Le logo est disponible déjà, l'hymne, mais également la mascotte. Mieux vaut tard que jamais. J'ai effectivement vu ces quelques
matérialisation. J'aime bien Lily, je la trouve sympa. Maintenant, j'espère qu'elle portera chance à notre équipe nationale de football féminin, qu'on n'a pas beaucoup vu dans sa préparation. Moi, le dernier souvenir que j'ai de cette équipe, c'est leur remarquable prestation à la dernière Coupe du Monde. Mais si déjà les préparatifs vont bon train et qu'on a noté une accélération ces dernières semaines, au moins que cette compétition soit organisée dans des conditions intéressantes et parfaites. Après, on espérera simplement que notre équipe puisse effectivement gagner. Alors, l'image collatérale, c'est la prochaine rubrique de cette édition de Scène de presse, l'image collatérale que signe Pierre Evembe. C'est Pete Bacardi, Empire Compagnie, Magasco, Négré, Naminami, Cyrus, la culture urbaine camerounaise, tu le sais, Empire. Je vous collate, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Je vous collate. Merci, Pete Bacardi. On est ensemble, mon frère. Big up. Chers collatéristes, mes hommages. On reste toujours dans le monde de l'art, des strass et paillettes. Trêve de causerie, vous voulez savoir qui va être collaté ce jour? That's the question. La Miss Cameroun 2016. Elle s'appelle Julie Franklin Chege Gimfak. Je crois que si c'était que pour le nom, elle allait tout gagner. Hein? Bon, qu'est-ce que notre Miss a fait aujourd'hui? Eh bien, elle était invitée dans une soirée bling bling. Bonjour. Voilà, ma belle. C'est moi qui habite. Et ils sont déjà l'après-midi. C'était un moment de convivialité avec la crème du people au Cameroun. On a vu Madame Sounak, la marraine de l'édition 2016. On a vu également le haut-commissaire d'Afrique du Sud qui était, de surcroît, présidente du jury de l'élection Miss Cameroun 2016. Il y avait les autres, les sénateurs, les représentants du ministre de la Culture. Il y avait également moi, mais j'étais caché. Julie Franklin, la Miss Cameroun 2016, est arrivée à cette cérémonie dans une belle voiture. Petite parenthèse, j'ai surpris la Miss Cameroun stoppant le taxi au carrefour Jameau cet après-midi. Vivement que son véhicule puisse arriver. Il paraît que c'est au port, hein, je crois. Bref, c'était une parenthèse. Ce qui m'a frappé à cette cérémonie, c'est que, savez-vous qu'il y a un Mister Cameroun? Je ne sais pas quand est-ce que les élections ont eu lieu, mais je l'ai vu là. Un très beau garçon quand même. Ce qui fait sa beauté, c'est qu'il a l'arrêt comme moi. Comme quoi, pour être beau au Cameroun, il faut avoir l'arrêt. N'est-ce pas, Samuel Eto'o? Bref, alors, le jeune homme est tombé carrément dingue de la Miss Cameroun. Il a multiplié toutes les stratégies pour s'approcher d'elle, pour l'avoir à ses côtés. Il était entre son manager, en train de parlementer, de négocier. Entre deux verres, il ne trouvait toujours pas la stratégie pour approcher Miss Cameroun. Ou bien, pour lui poser le problème en fait. Je pense que le gars l'a pris beaucoup parce que Dieu lui a offert une occasion en or de poser son problème à la Miss Cameroun. C'est que la Miss mange une brochette avec des crudités. Comment quelqu'un peut manger comme ça? Mais c'est terrible. Notre jeune garçon trouve donc que c'est un scandale. Il va donc, il se sert, il sert la Miss, il prend la brochette de la Miss et il va lui proposer cela. C'était l'occasion idoine de poser son problème. Mais maintenant, comment il va donner ça à la Miss? Regardez un peu. Hey mon frère, ça c'est quel genre de barrage qu'on te fait comme ça là? Hey, la honte, hein? La honte, hein? Moi, on ne m'a jamais barré. Le premier jour, en tout cas. On m'a barré après, des centaines de fois. La stratégie n'a pas payé. Essaye encore de trouver une autre astuce, là, vraiment. Par exemple, les photos. Essaye un peu de te rapprocher davantage d'elle, là. Ça peut marcher, hein? Le coup de la photo, ça marche. Elle est partante, tu vois, elle est partante. Elle lui fait même un clin d'œil. Tu vois, mon frère, ça a payé, ça paye. Dis-moi un peu. Comment tu trouves la Miss là? Elle a les formes, elle a tout.
Elle a tout ce qu'une fille camerounaise rêverait d'avoir. Donc forcément, tout Camerounais normal serait enchanté d'avoir la Miss à côté de lui. Tu l'aimes? Ouais. Et mamie, c'est tout. Voilà. On te voit venir, mon frère, on te voit venir. Bon, je vais un peu aller demander aussi à la Miss Cameroun. Hein. Dis-moi, Julie Franklin, comment tu trouves le gars, le mystère du Cameroun? Enfin, il est un homme, hein. Donc, il est un homme. Tu dis? J'aurais été ma réponse, il est un homme. Est-ce que si, comme on a l'impression qu'il est en train de vouloir te poser son problème là, tu peux sortir avec lui? Il y a deux possibilités, soit j'accepte, soit je refuse. Juste pour dire que si dans les semaines qui suivent, vous, Camerounais, n'avez pas posé votre problème à la Miss, le gars là va venir la dire. Parce que moi, ce n'est pas mon genre. Hein. Moi, mon genre, c'est les Zakougla. Hein. Zakougla, ça c'est mon genre. Vous voyez comment je suis, non? Justement, attendez, je vais un peu demander à Zakougla. Vous êtes en train de faire le sport, vous voulez perdre quoi? Moi, je vous ai dit que j'aime... Vous voulez perdre quoi? On essaye un peu de brûler les calories, de brûler les graisses, mais ce qui est sûr, on ne va pas tout brûler, hein, parce qu'il faut que... Qu'est-ce qu'on dit souvent? En Afrique, surtout au Cameroun, on ressent la femme africaine quand on... Stop, je te connais, Zakougla. Si je te laisse dire ce que tu as envie de dire là, on va suspendre le collatage. Non, j'arrête comme ça. Merci Pierre Evembe. Nous retrouvons Agnès Solange à Bessolo pour les unes du lundi. Bonsoir Agnès Solange. Bonsoir Lucrèce, bienvenue à vous, adeptes de l'info croustillante. Voilà, au rythme des premières opérations des APE. Éclatant parle de démantèlement douanier au lendemain de la descente au port et à l'aéroport du directeur général des douanes. Le journal confie que la démarche visait à s'assurer de la capacité de ses collaborateurs à relever le défi. Et selon Intégration, la mise en œuvre de l'APE au Cameroun est un casse-tête en parlant de l'union douanière CEMAC. Le journal de Tirindon révèle que le Cameroun Exit plane depuis le 4 août dernier avec le démantèlement douanier sur les importations du pays de Paul Biya en provenance de l'Union européenne. Intégration rend également son analyse sur les conséquences de cette décision sur les échanges extra-régionaux et les représailles possibles de la sous-région contre Yaoundé. Dans le même sillage, le financier d'Afrique, qui va au cœur des activités économiques des pays d'Afrique, planche ce 8 août sur les révélations économiques et sociale du président Ali Bongo Ndimba, candidat à la prochaine élection présidentielle au Gabon. Alors qu'au Cameroun, le journal L'Entreprise, qui se veut l'écho des PME, s'interroge: faut-il assimiler la contrefaçon au terrorisme? Et pour répondre à cette question, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique est l'invité de cette rédaction. Ernest Ngwaboubou fait un éclairage dans les colonnes de l'hebdomadaire. Autant de révélations que vous trouverez également dans le journal Éco-Santé. L'hebdomadaire nous apprend que selon l'ONG FIS, 77% de femmes enceintes ne dorment pas sous moustiquaire. Dans les colonnes de ce même journal, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, revient aussi sur la réforme hospitalière au Cameroun. Pour finir, Mutation pose le problème de l'insécurité dans la cité capitale. Avec ce titre, Yaoundé est comme au Far West. Quelques cas récents sont cités en exemple, comme les 2 dames tuées dans leur domicile au quartier Mombo par les individus qui courraient encore. Mutation commente: quand la capitale joue à se faire peur le temps d'un week-end. Voilà donc Lucrèce pour les unes de ce lundi 8 août 2016. Rendez-vous en kiosque pour ceux qui aiment bien lire. Bonsoir. Merci, bonsoir Agnès Solange à Bessolo. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous, chers invités, d'être venus. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.